Hey les curieux, bienvenue dans cette nouvelle série Histoire et expériences de biologie. Dans cette série, je voudrais vous parler de biologistes géniaux, d'expériences qui ont changé la vision du vivant et de ce qui se passe, encore aujourd'hui, derrière les portes d'un laboratoire. Aujourd'hui, on va rejoindre le sujet de la vidéo sur la synthèse des protéines en parlant des découvertes de la structure de l'ADN et des ARN messagers. Je vous avais parlé de James Watson et Francis Crick et de leur découverte de la complémentarité des bases. Mais cette découverte n'est pas sortie de nulle part. En fait, l'histoire d'aujourd'hui commence dans un laboratoire londonien en 1950. À ce moment-là, les biologistes savent que l'ADN est le support de l'information génétique et cherchent alors à connaître sa structure. Et ce ne sont pas des biologistes qui vont résoudre ce mystère, mais Maurice Wilkins, un physicien, et Rosalind Elsie Franklin, une physico-chimiste. Et c'est une analyse au rayon X qui va permettre de visualiser pour la première fois la structure en double hélice. Sur ce cliché, nommé cliché 51, et extrêmement connu, de Rosalind Franklin, on peut voir une double hélice. Je ne suis pas physicienne, alors je ne saurais pas vous expliquer précisément le pourquoi du comment, mais le plus important est là. L'ADN se structure en double hélice, donc deux brins associés parallèlement qui s'enroulent. Et ce que ça veut dire, c'est que les deux brins ont un moyen de s'accrocher l'un à l'autre. C'est là qu'interviennent Watson et Crick. Outre la structure en double hélice, ils ont deux autres informations. L'hélice a toujours la même épaisseur et l'ADN suit les règles de Chargaff que voici et qui permettent de dire qu'il y a autant de bases purines que de bases pyrimidines, autant d'adénine que de thymine et autant de cytosine que de guanine. Watson et Crick n'ont alors fait que synthétiser toutes ces informations, tenter des trucs et finir par avoir la bonne intuition. Ils le disent eux-mêmes, leur découverte était franchement hasardeuse et pourtant elle explique tout. Ce qu'ils proposent, c'est que A est toujours associé avec T via 2 liaisons H et C avec G avec 3 liaisons H. Dans ce cas, une purine est toujours liée à une pyrimidine et on revient aux règles de Chargaff. Si on compte tous les nucléotides d'une double hélice, on retombe bien sur ces égalités. De plus, les associations AT et CG sont de la même largeur, ce qui explique l'absence de boss sur la double hélice. Au final, 3 articles sont publiés en 1953 dans le très prestigieux journal scientifique Nature. Un par Watson et Crick, un par Wilkins et un par Franklin. Celui de Watson et Crick est celui qui deviendra le plus connu et il est ainsi considéré que les deux chercheurs ont en quelque sorte volé les résultats de Wilkins et Franklin. Franklin meurt en 1958 à 38 ans et 4 ans avant le prix Nobel de physiologie ou médecine de 1962, qui est alors attribué à Watson, Crick et Wilkins. Ce dernier remerciera Franklin lors de la cérémonie, contrairement à Watson et Crick. Ces événements sont considérés par beaucoup comme une injustice historique du monde de la biologie. Mais passons maintenant à un second prix Nobel, celui de physiologie ou médecine de 1965, attribué à 3 Français, Cocorico, Jacques Monod, François Jacob et André Lwoff, pour leur découverte concernant le contrôle génétique de la synthèse des enzymes et des virus. On aura une petite pensée pour un chercheur de la même équipe que Monod et Jacob mais qui n'a pas eu le prix Nobel, François Gros. En fait, tout ce petit monde a découvert un système de régulation d'expression des gènes qu'on appelle opéron. Mais on ne détaillera pas ça aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est la découverte qui en a découlé, celle de la régulation de l'expression génétique, donc la nécessité d'un intermédiaire entre l'ADN et les protéines, les ARN messagers. C'est ce qu'on a vu dans Au cœur de la cellule. Une protéine copie un bout d'ADN, et c'est cette copie qui est lue pour fabriquer la nouvelle protéine. Après avoir eu l'intuition initiale, il a fallu montrer l'existence des ARN messagers, et c'est notamment son instabilité qui a permis de montrer qu'il s'agissait bien de l'intermédiaire recherché. En effet, les ARN ribosomiques et les ARN de transfert, qui ont des rôles différents, sont beaucoup plus stables. Pour cela, il a été réalisé des pulse chase. Petit point méthode. Le pulse chase est une manipulation de marquage qui permet de mettre en évidence l'intégration d'un atome dans une molécule. L'idée est simple. Marquer un atome via par exemple un isotope radioactif, donc le même atome mais qui a un nombre de neutrons différent et une activité de radioactivité. On met alors cet atome dans le milieu d'une culture cellulaire, on attend, on lave et on regarde. Si l'atome est intégré, on observera un marquage. Sinon, tous les atomes auront disparu au lavage. On peut aussi utiliser des molécules marquées pour étudier leur intégration dans des polymères. Le glucose, par exemple, dans l'amidon. Dans le cas de l'ARN, on a utilisé l'uracile.
c'est-à-dire la seule base qui est retrouvée dans l'ARN mais pas dans l'ADN. Et il a été montré que l'uracile marqué était intégré dans une molécule qui se dégradait ensuite rapidement, l'ARN messager. On peut aussi faire un pulse très visuel qui permet de visualiser la sortie de ces ARN du noyau, comme vous pouvez le voir sur ces images d'autoradiographie. Et voilà, c'était un petit bout de la grande histoire de la biologie. Ces deux découvertes, la structure de l'ADN en double hélice avec complémentarité des bases et l'existence des ARN messagers, ont permis des avancées considérables de la biologie, en témoignent les 2 prix Nobel associés. Pour ce qui est des méthodes dont on a parlé, études au rayon X et pulse chase, elles sont toujours utilisées aujourd'hui pour résoudre de nombreux problèmes. J'espère que vous aurez apprécié ce nouveau format, n'hésitez pas à vous abonner, donner votre avis en commentaire, laisser un pouce si vous avez aimé, et à bientôt, car la curiosité est une qualité.